J'étais à mi-chemin dans la finalisation d'un cahier des charges quand mon téléphone vibra sur le comptoir. Maman s'afficha à l'écran. J'hésitais avant de répondre. Salut Claire. Sa voix était étrangement enjouée, presque euphorique. Je reposais mon café. Salut, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je t'appelle juste pour partager une super nouvelle. Marc et moi partons en Grèce demain. Je fronçai les sourcils. En Grèce? Oui. Puis elle ajouta, comme si c'était un détail insignifiant. Ah, et j'allais oublier. On a vendu la maison du lac et ta voiture. On avait besoin d'argent rapidement et honnêtement, tu ne te servais ni de l'une ni de l'autre. Bref, tout est réglé. L'argent est viré. On part demain après-midi. C'est génial, non? Elle rit avec légèreté, comme si elle ne venait pas d'effacer des années de souvenirs en une seule phrase. Je t'aime, ma chérie. On t'enverra des photos. Bip. Je restais immobile devant l'écran éteint de mon ordinateur. Mon reflet me fixait. 29 ans. Assise dans un café bondé de lions, pendant que la circulation avançait au ralenti dehors, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Elle avait dit nous. Elle voulait dire elle et Marc, pas moi. La maison du lac n'était pas qu'une maison. C'était là que papa m'avait appris à nager. Là où les étés sentaient le cèdre et le maïs grillé. Ma voiture, une Mustang 1971 que papa et moi avions restaurée ensemble l'été avant sa mort. Pas élégante. Pas neuve. Mais à nous. Et maintenant, disparue. Liquidée avec désinvolture, comme un vieux meuble. Je refermai lentement mon ordinateur. Pas de panique. Pas de scène. Parce que je savais que ce jour pouvait arriver. Je m'y étais préparé. Je terminai la dernière gorgée de café froid, sortis mon sac en cuir et pris un second téléphone. Celui réservé à un seul contact. Je composai. Une sonnerie. Claire Morgan, dit une voix calme. Elle l'a fait, dis-je doucement. Elle a vendu la maison. Et la voiture. Un silence. Compris. On continue? Oui. Très bien. On commence par les transferts du dossier D. Je vous rappelle dans 1 heure. La ligne se coupa. Je glissai le téléphone dans mon sac, sentant le poids de ce qui allait suivre se poser sur mes épaules. Pas comme un fardeau. Comme une armure. Autour de moi, la vie continuait de vibrer. Les machines à espresso sifflaient. Quelqu'un riait près de la fenêtre. Personne ne remarqua la femme assise dans le coin, en train de préparer un tout autre type de voyage. Personne dans ce café ne remarqua que quelqu'un venait d'essayer de m'effacer. Mais elle avait oublié quelque chose. Elle avait oublié ce que mon père m'avait appris. Comment se préparer sans bruit. Comment attendre sans prévenir. Et comment protéger ce qui m'appartenait avant même que les autres n'en comprennent la valeur. L'enveloppe était au fond de ma commode depuis 16 mois. Je l'avais déplacée 2 fois, une fois quand j'avais déménagé à Lyon et une autre après le Nouvel An. Mais je ne l'avais jamais ouverte. Même pas une fois. Son écriture sur le devant était restée nette et régulière. Claire, n'ouvre ceci que lorsque tu seras prête. Le jour où il me l'avait donné, nous étions assis sur la terrasse de la maison du lac. J'avais 28 ans et j'étais rentré de Paris pour le week-end. Il versa du café noir dans une tasse ébréchée et me tendit l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un simple ticket de caisse. Ne l'ouvre pas, dit-il, sauf si quelque chose arrive, et seulement quand tu sentiras que c'est le moment. Je pensais qu'il parlait d'un événement dramatique. Comme s'il était arrêté un jour, ou s'il apprenait qu'il avait une maladie grave. Il n'avait jamais évoqué l'idée de mourir dans le garage un mercredi matin, en changeant les plaquettes de frein de ma voiture. Cette enveloppe devint une ombre silencieuse dans ma vie. Je continuais à payer les taxes de la maison du lac parce que je croyais honorer sa mémoire. Je laissais maman conduire la Mustang parce que je pensais que c'était la chose correcte à faire. Mais maintenant, elle avait tout vendu comme des restes de brocante. Je posai l'enveloppe sur le plan de travail de ma cuisine. Mes mains étaient calmes, mais ma poitrine brûlait d'un sentiment auquel je ne savais pas donner de nom. Je glissai un pouce sous le rabat. À l'intérieur, 5 documents. Pas de lettres. Pas d'instructions. Le premier, un acte notarié transférant la maison du lac dans une SARL, daté de 2 ans avant sa mort. Le second, la Mustang. Même procédure. Les 2 suivants, des biens locatifs dont je n'avais même jamais entendu parler. 2 immeubles en duplex à Paris. Le dernier document, le certificat original de création de Morgan Investissement SARL. Mon nom. Mon adresse. Sa signature. Le tampon de son avocat. Tout était irréprochable. Tout était légal. Je fixai les papiers.
Mon père avait vu cela venir. Et il ne lui faisait pas confiance. Je rangeai soigneusement les documents dans une chemise cartonnée, repris mon second téléphone et appelai Milo. Il répondit à la première sonnerie. Elle n'avait aucun droit de vendre quoi que ce soit, dis-je. Ce qui signifie, répondit-il calmement, que nous ne faisons pas que nous défendre, nous reprenons le contrôle. Commençons par l'acheteur, dit Gabriel, en faisant glisser les documents de vente sur son bureau en acier. Ses yeux perçants parcoururent chaque page, puis s'arrêtèrent. L'acheteur est indiqué comme Hélène Lenoir. Un très léger sourire apparut sur mes lèvres. Ce n'est pas une coïncidence. Il leva un sourcil. Ça faisait partie de mon plan de secours. Hélène et moi avions parlé la semaine après les funérailles de papa. Gabriel se renversa dans son fauteuil. Hélène, ta colocataire de première année à l'université? Elle travaille dans l'immobilier maintenant. Je gardai un ton calme. Je ne lui ai pas tout raconté. Je lui ai juste expliqué que je craignais une manipulation et que je voulais protéger ce qui restait. Si maman essayait un jour de vendre quelque chose sans autorité légale, Hélène accepterait d'agir comme acheteuse, discrètement. Elle garderait le bien jusqu'à ce que je puisse tout remettre en ordre. Gabriel laissa échapper un sifflement admiratif en tapotant le contrat. Donc, ta mère a essayé de vendre un bien qui ne lui appartenait pas. Et l'acheteuse est quelqu'un que tu as légalement mandaté pour protéger tes actifs. Il releva les yeux, impressionné. Cela signifie que nous avons non seulement le droit d'annuler la vente, mais aussi de la poursuivre en justice. Je sais, répondis-je. Il haussa un sourcil. Mais tu ne veux pas? Non. Je secouai la tête. Je ne veux pas l'humilier. Je veux qu'elle comprenne. Qu'elle ressente ce qu'elle a fait. Pas comme une punition. Comme une conséquence. Un procès ne lui apprendra jamais ça. Ça ne ferait que lui donner une autre chose à me reprocher. Pendant un instant, le silence s'étira entre nous. Puis Gabriel posa les papiers et croisa les mains. Alors, quel est le plan? On gèle tout, répondis-je. On annule discrètement le transfert, on remet tous les titres sous Morgan Investissement SARL, on verrouille la société, on informe l'administration. Et quand elle reviendra d'Europe? Je laissai la réponse flotter, froide et réfléchie. Elle rentrera chez elle, et rien ne lui appartiendra plus. Elle se retrouvera devant la vie qu'elle a essayé de me prendre. Gabriel hocha lentement la tête, impressionné. Et Hélène? Elle garde l'acte un peu plus longtemps. Quand Vivienne tentera de revenir dans la maison, ce sera Hélène qui lui dira non. Je ne veux pas que mon nom apparaisse dans le refus, pas encore. Tu as vraiment tout prévu. 2 ans donnent beaucoup de clarté. À midi, l'annulation était déjà en cours. À la tombée de la nuit, chaque propriété était sécurisée. Sur mon téléphone, une publication apparut. Vivienne, lunettes de soleil démesurées. Marc brandissant son passeport comme un ticket gagnant. La légende disait. Nouveau chapitre pour nous. L'Europe, nous voilà. Je ne commentais pas. Je ne mis pas de mention j'aime. Je ne réagis pas. Elle pensait que je léchais mes blessures à Lyon, coincée et vaincue. C'était l'histoire qu'elle préférait. Sans doute celle qui l'aidait à dormir. Je la laissais y croire. Pendant que Vivienne et Marc sirotaient du champagne quelque part au-dessus de l'Atlantique, je me mis en mouvement. Gabriel déposa les documents d'annulation auprès de l'administration locale. Hélène renvoya l'acte dans une enveloppe scellée, exactement comme prévu. Je me connectai au tableau de bord de Morgan Investissement et verrouillai chaque actif sous mon contrôle. Biens immobiliers. Titre du véhicule. Revenus locatifs. La voiture fut la plus simple. La carte grise n'avait jamais été complètement transférée. Quelques clics, et elle était officiellement retirée de la vente. Marc avait laissé la Mustang 1971 dans le parking longue durée de l'aéroport de Lyon. J'organisai sa récupération, un nettoyage complet, puis son retour dans mon garage. La Maison du Lac demanda un peu plus de finesse. Gabriel rédigea l'avis d'expulsion au nom de la société, pas au mien. Légalement, mon nom n'apparaîtrait nulle part. Hélène serait l'agent autorisé lorsque la lettre arriverait. 30 jours après la date de retour prévue de Vivienne. Juste assez de temps pour qu'elle défasse ses valises, respire. Puis lise l'avis collé sur la porte d'entrée. Je n'étais pas en colère. Cela m'étonna. Je pensais l'être. Mais ce que je ressentais était plus clair que la rage. Du détachement. Celui qui arrive quand on cesse d'attendre de quelqu'un qu'il devienne quelqu'un d'autre. Papa disait souvent. Certaines personnes ne partent pas. Elles attendent simplement d'être poussées dehors. Vivienne avait toujours été comme ça. Autrefois, j'imaginais qu'elle finirait par comprendre.
qu'elle réaliserait que la famille n'est pas quelque chose qu'on dépense. Mais c'était avant de voir son nom sur des documents falsifiés. Avant d'entendre sa voix joyeuse m'annoncer que tout ce que j'aimais avait déjà disparu. On dit que la vengeance se sert froide. Mais ce n'était pas une vengeance. C'était une conséquence. Une leçon qu'elle s'était infligée elle-même. Le jour où ils atterrirent à Lisbonne, je passai un dernier appel pour confirmer les livraisons. Puis je pris la Mustang et roulai longtemps, en passant devant la maison du lac qu'elle croyait posséder. Le soir tombait doucement sur la campagne. Je conduisais comme si rien ne m'avait jamais été enlevé. Elle revint 4 semaines plus tôt que prévu. Sans prévenir. Sans appel. Juste un coup à la porte de mon appartement, un jeudi après-midi. Quand j'ouvris, je la reconnus à peine. Cheveux tirés dans un élastique. Sac de créateur déformé par ce qu'il contenait. Des ombres creusées sous ses yeux. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Puis elle murmura mon nom, d'une voix fragile. Claire. Si vous voulez voir ce qui se passe quand Vivienne réalise que la vie qu'elle a essayé de voler ne lui appartient plus, abonnez-vous, le prochain chapitre va vous couper le souffle. Je peux entrer? Sa voix tremblait presque. Je m'écartai sans un mot. Vivienne entra dans mon appartement comme si le sol lui appartenait encore. Ses yeux parcoururent la pièce, cherchant une trace d'elle-même. Même si elle n'avait jamais mis les pieds ici. Elle s'arrêta près de l'îlot de la cuisine, hésitant comme une invitée qui voudrait être plus qu'une invitée. Je ne demandai pas pourquoi elle était venue. Je remplis simplement la bouilloire. Nous restâmes silencieuses jusqu'à ce que le sifflement brise l'air. Quand je posai une tasse de thé devant elle, elle l'entoura de ses 2 mains, fixant la vapeur comme si elle contenait des réponses. Marc est parti, dit-elle enfin d'une voix sèche. Au Portugal, il a rencontré quelqu'un pendant une excursion en bateau. Elle avala difficilement. 23 ans, un routard de Marseille. Elle laissa échapper un rire creux. Marc a dit qu'il devait se trouver lui-même. Il a pris le reste de notre argent, et il a disparu. Je hochai la tête une fois. Pas par pitié. Simplement pour reconnaître ce qu'elle disait. J'ai essayé de réserver un vol retour avec mes points, continua-t-elle. Mais le compte était vide. Elle inspira lentement. J'ai dû emprunter de l'argent à un inconnu à l'aéroport juste pour appeler la compagnie aérienne. Elle s'arrêta. Ses yeux brillaient d'une lueur à la fois dure et fragile. Et quand je suis rentrée, je ne savais pas où aller. Voilà la vérité. Habillée de désespoir. Je laissai le silence s'étirer jusqu'à presque se briser. Puis je dis doucement. Bien sûr que tu peux rester, juste un petit moment. Elle cligna des yeux, surprise. Merci, ma chérie. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne répondis pas. Elle s'installa dans la chambre d'amis. Je lui donnai des serviettes propres, une clé et le mot de passe du Wi-Fi. Je ne demandai pas ce qu'elle comptait faire ensuite. Elle ne demanda pas ce que j'avais fait pendant son absence. Chaque soir, elle préparait des tentatives maladroites de plats de mon enfance. Chaque matin, elle faisait la vaisselle avant que je me réveille. Je la laissais croire que cela signifiait quelque chose. Mais je prenais aussi des notes, discrètement. Chaque reçu payé avec ma carte. Chaque appel emprunté. Chaque contradiction dans ces histoires. Je ne construisais pas un dossier pour un tribunal. Je ne construisais pas un dossier pour un tribunal. Je construisais de la clarté pour moi. Parce que le pardon sans vérité n'est pas un pardon. C'est une gomme. Et j'avais déjà passé trop de ma vie à être effacée. Cette nuit-là, après qu'elle fût allée se coucher, j'ouvris le carnet en cuir que j'utilisais autrefois pour les stratégies de mes clients. Je tournai à une page vierge. J'écrivis son nom en haut. Puis la date de son retour. Elle trouva le travail toute seule. Je ne lui demandai pas où elle allait ce matin-là, lorsqu'elle partit avec un cardigan emprunté et un CV froissé serré contre elle. Quand elle revint quelques heures plus tard, elle posa un papier plié sur le comptoir. C'est un travail de nettoyage de bureau la nuit. 2 immeubles. Payés au salaire minimum. Ils disent que je peux commencer demain si je veux. Alors tu devrais accepter, répondis-je. Rien de plus. La première semaine, elle rentrait en boitant, les pieds douloureux et les épaules raides. Je laissai du sel d'Epsom près de la porte de la salle de bain. Elle ne me remercia pas. Elle se levait avant l'aube, se glissant hors du lit en silence, comme pour éviter la honte d'être vue encore couchée. Tout cela semblait presque trop parfait. La bonne dose de souffrance, jouée avec la justesse exacte. Mais il y eut aussi des moments où elle oubliait de jouer. Un après-midi, je la trouvai dans la buanderie en train de frotter à la main les poignets de son pantalon de travail, alors que la machine à laver était vide. Pas de soupir. Pas de mise en scène.
Juste de la concentration. Sa bouche dessinait une ligne droite. Un autre soir, elle était assise à la table de la cuisine avec un carnet, calculant ses heures et ses dépenses comme si elle reconstruisait une vie à partir de poussière. Sans public. Sans récit. Je ne la félicitais pas. Je ne la sauvais pas. Ce n'était pas le but. Les repas devinrent simples. Lentilles. Riz. Légumes en conserve. Elle mangeait tout. Plus question de repousser son assiette comme quelqu'un habitué à l'abondance. Parfois, elle parlait de chercher un deuxième travail. De suivre des cours pour obtenir un diplôme équivalent au lycée. Elle mentionna même qu'elle avait autrefois voulu étudier la décoration d'intérieur avant que les choses ne deviennent compliquées. Je ne demandais pas ce que compliqué voulait dire. Elle n'expliqua pas. Nous n'étions plus mère et fille. Nous étions deux femmes dans une pièce où aucune ne dominait l'autre. Quelque chose changea quand elle cessa de réclamer. Elle ne mentionna jamais la maison du lac. Elle ne demanda jamais des nouvelles de la Mustang 1971. Peut-être pensait-elle que tout avait disparu. Peut-être savait-elle la vérité et choisissait le silence. Le silence a sa propre gravité. Il vous rapproche. Ou il vous apprend à tenir debout sans vous excuser. Une nuit, en passant devant sa porte, je l'entendis pleurer doucement. Pas assez fort pour être entendu. Pas assez fort pour être consolé. Juste le son de quelqu'un qui décide s'il peut reconstruire une vie avec ses mains nues. La deuxième enveloppe était plus petite. J'avais presque oublié qu'elle existait. Je la retrouvai derrière un vieil album photo dans le tiroir de mon bureau. Aucune étiquette. Seulement mon nom, écrit de la main soigneuse de papa. À l'intérieur, une clé USB et une page pliée. Ces mots. Si elle revient un jour, et si elle dit la vérité, donne-lui le reste. Mais seulement si tu es prête à tout voir toi-même. Je branchai la clé. Pas de vidéo. Pas de lettres. Seulement des fichiers. Des registres. Des documents juridiques numérisés. Des tableaux financiers. Une forêt silencieuse de vérité. La fiducie existait vraiment. Créée 4 ans avant la mort de papa. Reliée à un compte dans le Wyoming, caché derrière une société écran. J'étais l'unique bénéficiaire. La maison, la voiture, les locations. Tout cela n'était que des miettes comparées à ce qu'il y avait là. Puis je vis une note enfouie dans les fichiers. Une tentative de retrait refusée. Il y a 2 ans. Nom Vivienne. Signature falsifiée. Elle avait essayé. Même avant les funérailles. J'imprimais les documents essentiels. Les papiers de la fiducie. La tentative frauduleuse. Un résumé listant chaque actif désormais légalement à mon nom. Puis j'écrivis. Pas un discours. Pas une menace. Juste une lettre. Pas pour elle. Pour la vérité. Quand j'eus terminé, je la scellai et la posai à côté de sa tasse de thé. Le trajet vers la maison du lac se fit en silence. Elle ne demanda où nous allions que lorsque les pneus crissèrent sur le gravier. Son souffle se coupa quand elle la vit. Le bardage pâle. La vieille balançoire du porche. Le vent qui sentait le sel et le pain. À l'intérieur, elle bougea comme un fantôme. Elle s'arrêta devant la théière ébréchée qu'elle avait achetée autrefois lors d'un vide-grenier. Puis devant la photo de papa sur l'étagère. Son grand sourire, tenant un poisson qu'il avait pêché cet été-là. Quand elle s'assit sur le canapé, je posai l'enveloppe sur ses genoux, et je sortis. Depuis le couloir, j'entendis le bruit doux du papier qu'on déchire. Puis rien. Puis son souffle qui se brisait. Et enfin des sanglots qui arrivaient par vagues. Elle ne nia pas. Elle ne se défendit pas. Elle me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Non plus comme sa fille. Mais comme un livre de contes qu'elle ne pouvait plus réécrire. Tu as le choix, dis-je calmement. Partir avec dignité ou rester. Elle leva les yeux. Rester, mais pas comme ma mère. Comme gardienne. Cette maison deviendra un refuge pour les femmes qu'on a effacées. Vivienne hocha la tête une seule fois. GG's, bro. GG's. What if you put concrete lining on the walls? Concrete lining. They're gonna kick me out. It was a good run. Oh my god. Why is this not working? Does Fragpunk not count as like a game? Hold on. What if you bribe your neighbor to not complain? What if I'm like, okay, for every month when I get paid by Twitch and when I get paid by when I get paid by my job, I'll give you guys 10%. It'll be like, oh, no problem. Good to queue. Hold on. It's not working. I don't know why it's not showing up on
My game capture thing. Is this not full screen? I thought it was full screen. Video borderless full screen. Is this a sign? No, 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 it's not a sign. It's not a sign. Is it too late to move back to student housing? I've never lived in student housing before. Not gonna like I like this version of Mana just slightly normal. What do you mean? Okay, fine. I'm not normal. I'm sorry. I mean slightly normal. Well, that's just boring. Normal is boring. Normal is boring, is it not? I miss loud Manda. I can't be loud anymore. I can't be excited. I can't be yelling. No hype. Now it's actually low cortisol. This is making me sad. Oh my goodness. Capture specific window. Capture Fragpunk. Maybe require OBS to be run as admin to use game capture? Why? Oh my god, why? This might be a sign. Oh well, whatever you last place was, they seem to tolerate your screaming. Yeah, because they were loud too. They didn't care. But now they care. Here. This is a sign! This is a sign! Oh my god, this is a sign. Party for neighbors. Boring. It's only 1:50 a.m. What do you mean? It's a Friday night at 1:50 a.m. Come on. Lock in, guys. Where's the parties? Where are the parties? No, 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 no. Here, hold on. Display 1. Selected display. Is it this one? It is this one. Hold on. Don't worry, guys. I'm fixing loud Manda or people strike. GG's. Okay, wait.